Personne ne l'a vu venir. Le tribunal fédéral de Manhattan est tombé dans un silence complet lorsque Janice Combs, la mère de Sean Diddy Combs, âgée de 83 ans, a été escortée à la barre des témoins. Diddy, qui avait maintenu son sang-froid tout au long du procès, s'est visiblement raidi. Ses avocats ont échangé des regards alarmés. L'équipe du procureur s'est redressée. C'était le moment qui allait tout changer. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne, veuillez prendre un instant pour aimer et vous abonner pour la couverture la plus complète des affaires très médiatisées comme celle-ci. Nous fournissons des reportages factuels et approfondis que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Personne ne s'attendait à ce que la propre mère de Diddy témoigne. La pièce était déjà remplie de tension lors de ce qui avait été une journée de délibération houleuse. Tous les yeux étaient fixés sur la femme âgée alors qu'elle se dirigeait prudemment vers l'avant de la salle d'audience. Lorsqu'elle a prêté serment, des halètements ont résonné dans la galerie. Même le juge a semblé déconcerté. Aucune annonce, aucun avertissement, juste Janice Combs, la femme qui avait soutenu son fils à travers des décennies de succès et de controverses, maintenant prête à parler sous serment. Jusqu'à ce moment, Diddy avait semblé confiant tout au long du procès, consultant fréquemment son équipe juridique et souriant occasionnellement à ses partisans dans la galerie. Mais quelque chose avait changé. Peut-être était-ce de voir sa mère, sa plus fidèle protectrice, prendre la barre des témoins en tant que témoin de l'accusation. Peut-être était-ce la réalisation que la personne qui le connaissait mieux que quiconque était sur le point de parler librement. Peut-être était-ce la reconnaissance naissante que sa défense soigneusement construite était sur le point de s'effondrer. Quoi qu'il en soit, Diddy avait cessé de faire semblant. Il n'était plus assis là en tant que célébrité. Il était là en tant que fils, regardant sa mère se préparer à dire la vérité sur lui. Et quand Janice Combs a commencé à parler, la salle d'audience n'était pas prête pour ce qu'elle allait entendre. Car ce que sa mère a révélé sur leur conversation privée, ses préoccupations croissantes au fil des ans, et la vérité qu'elle ne pouvait plus nier, n'était pas seulement dévastateur pour son dossier. C'était un règlement de compte douloureux pour une mère face à ce que son fils était vraiment devenu. La journée du procès a commencé comme n'importe quelle autre. La salle bourdonnait de conversations à voix basse, la presse était courbée dans ses rangées désignées, et les avocats chuchotaient des stratégies en attendant le début des délibérations. Mais lorsque le procureur a annoncé « Les États-Unis appellent Janice Combs », la pièce a changé. On aurait pu entendre une mouche voler. Certains pensaient que c'était une erreur. D'autres pensaient que c'était une tactique désespérée. Mais la façon dont Janice Combs s'est dirigée vers la barre, le dos droit malgré son âge, les yeux clairs et déterminés, a dit à tout le monde que c'était réel. Le juge a levé un sourcil, et Diddy, qui révisait les documents avec ses avocats, a soudainement eu l'air d'avoir été frappé. La couleur a fui son visage. Ses mains, qui feuilletaient avec confiance des papiers, se sont figées à mi-mouvement. Janice Combs s'est assise à la barre des témoins sans établir de contact visuel avec qui que ce soit. Elle n'a même pas jeté un coup d'œil à son fils, qui la fixait maintenant avec une expression d'incrédulité et de trahison. « Madame Combs, merci d'être ici aujourd'hui », a commencé le procureur. Je comprends à quel point cela doit être difficile. Janice Combs a hoché légèrement la tête, son sang-froid remarquable dans les circonstances. Le juge l'a permis, et à partir de ce moment, tout le procès a basculé. Car ce que Janice Combs était sur le point de dire ne faisait partie d'aucun récit médiatique. Ce n'était pas un témoignage spéculatif d'anciens employés ou d'associés commerciaux. C'était le récit de la femme qui l'avait élevée, qui avait célébré ses triomphes et l'avait défendu contre les critiques pendant des décennies. L'avocat de Diddy a immédiatement objecté, arguant que les communications familiales étaient privilégiées et que le témoignage de Madame Combs serait préjudiciable. Le procureur a répliqué qu'aucun privilège juridique ne protégeait les communications entre une mère et un fils adulte, en particulier lorsque ces communications concernaient des activités criminelles présumées. Après un bref entretien en coulisses, le juge a rejeté l'objection et a demandé à Madame Combs de continuer. La salle d'audience était complètement silencieuse. Les journalistes avaient cessé de taper, leurs doigts suspendus au-dessus des claviers. Même les dessinateurs judiciaires avaient fait une pause, leurs crayons flottant au-dessus du papier. Les membres de la famille de Diddy dans la galerie semblaient choqués et confus, tandis que l'équipe du procureur maintenait des expressions soigneusement neutres. Janice Combs a ajusté ses lunettes et a regardé directement le procureur. « On m'a demandé de témoigner sur des conversations que j'ai eues avec mon fils au fil des ans, et sur des comportements dont j'ai été témoin et qui m'ont inquiété. Je suis ici parce que je crois que la vérité doit être dite, aussi douloureuse soit-elle. » Un murmure a traversé la salle d'audience. L'avocat principal de Diddy s'est levé pour s'opposer à nouveau, mais Diddy lui-même l'a tiré par la manche, le faisant asseoir. C'était comme s'il savait déjà ce qui allait arriver et s'était résigné à l'entendre. Le procureur s'est approché avec une attitude douce,
clairement conscient de l'âge du témoin et de la difficulté émotionnelle de sa position. « Madame Combs, pourriez-vous s'il vous plaît parler à la cour de votre relation avec votre fils ?» Janice Combs a pris une profonde inspiration et a commencé à parler, sa voix stable malgré les circonstances. Les mots qui ont suivi allaient changer à jamais la trajectoire de l'un des procès criminels les plus médiatisés de l'histoire récente. J'ai élevé Shaun en tant que mère célibataire après le meurtre de son père, alors qu'il n'était qu'un enfant, a commencé Janice Combs. J'ai eu plusieurs emplois pour subvenir à ses besoins, pour lui donner des opportunités que je n'ai jamais eues. Je voulais qu'il soit fort, qu'il réussisse, qu'il fasse quelque chose de sa vie. Et il l'a fait. Il a dépassé tous les rêves que j'avais pour lui. Elle a décrit la fierté qu'elle ressentait en voyant son fils passer de stagiaire à cadre musical, de producteur à interprète, d'entrepreneur à milliardaire. Son visage est adouci en se remémorant ses débuts, son ambition et sa détermination. Shaun a toujours été charismatique, toujours un leader, même enfant. Il pouvait convaincre n'importe qui de n'importe quoi. Il avait ce don, a-t-elle dit, un léger sourire traversant brièvement son visage avant de s'effacer. Mais quelque part en cours de route, quelque chose a changé. Elle s'est légèrement tournée vers le jury. Le succès est venu si vite, si complètement. Soudain, tout le monde lui disait oui. Tout le monde voulait quelque chose de lui. Tout le monde le traitait comme s'il était au-dessus des règles qui s'appliquent aux gens ordinaires. Et j'ai commencé à le voir le croire. Le procureur l'a doucement guidé à travers ses souvenirs du début des années 2000, lorsque la carrière de Didi était à son apogée. Janice Combs a décrit comment elle avait commencé à remarquer des schémas troublants dans le comportement de son fils. Son contrôle croissant sur son entourage, sa colère explosive lorsqu'il était remis en question, son mépris désinvolte des limites. Au début, je me suis dit que c'était la pression, a-t-elle expliqué. L'industrie du divertissement peut être brutale, et il gérait tellement de choses. Mais ensuite, j'ai commencé à entendre des choses, à voir des choses quand je visitais ces maisons, de jeunes femmes qui semblaient désorientées, du personnel qui semblait avoir peur de lui, des pièces où je n'étais pas autorisé à entrer, a-t-elle raconté, se souvenant d'une visite particulière à sa résidence de Miami en 2008. Je suis arrivé à l'improviste. Les mères peuvent faire ça, a-t-elle dit, arrachant quelques rires nerveux à la galerie. Il y avait eu une fête la veille. Quand je suis entré, il y avait du personnel qui nettoyait, mais il semblait différent. Pas le nettoyage normal d'après-fête. Il collectait des téléphones dans diverses pièces. Une jeune femme pleurait pendant qu'un agent de sécurité l'escortait dehors. Quand Shaun m'a vu, il était furieux que je n'ai pas appelé à l'avance. Le procureur a montré une photographie à Madame Combs. Reconnaissez-vous cet endroit? Elle l'a examiné et a hoché la tête. C'est la maison de la piscine chez Shaun à Los Angeles. Il l'a converti en ce qu'il appelait un studio vers 2010. Mais il était très secret à ce sujet. Je n'étais pas autorisé à l'intérieur, ce qui m'a semblé étrange. J'avais toujours été la bienvenue partout dans ces maisons avant cela. Elle a décrit comment ses préoccupations avaient grandi au fil des ans, comment elle avait essayé de les aborder avec son fils. J'ai posé des questions. Les mères font ça aussi, a-t-elle dit, sa voix plus ferme maintenant. Mais il me renvoyait, me disait que je ne comprenais pas comment les choses fonctionnaient dans son monde, que tout était consensuel, que ce n'était que le mode de vie de l'industrie musicale. Le procureur a posé des questions sur des conversations spécifiques. Votre fils a-t-il déjà discuté avec vous des allégations portées contre lui par des femmes? Janice Combs a hoché lentement la tête. Oui, quand les premières accusations ont commencé à faire surface publiquement, vers 2017, je l'ai appelé immédiatement. N'importe quelle mère le ferait. Je lui ai demandé directement s'il y avait une part de vérité. Il m'a dit qu'il mentait, qu'il voulait de l'argent, que cela arrivait à tous les hommes qui réussissaient dans l'industrie. Elle a fait une pause, rassemblant visiblement ses forces. Je l'ai cru. Je voulais le croire. C'était mon fils. Est-ce que quelque chose s'est passé pour changer cette conviction? A demandé doucement le procureur. Oui, a-t-elle répondu, sa voix devenant plus faible. Fin 2023, après que Cassie a déposé sa plainte, je l'ai de nouveau confronté. Nous étions seuls dans son appartement à New York. Je lui ai dit que j'avais besoin d'entendre la vérité. Pas ce que ses avocats lui disaient de dire. Pas ce qu'il disait au public. Juste la vérité entre une mère et son fils. La salle d'audience était absolument silencieuse alors qu'elle continuait. Il était différent ce jour-là. Fatigué? Peut-être. La façade s'est un peu fissurée. Il n'a pas tout admis, mais il a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. « Maman, tu ne construis pas ce que j'ai construit en suivant les règles de tout le monde. Parfois, les gens se blessent. C'est le business. »
Sa voix s'est légèrement brisée pour la première fois. Ce n'est pas comme ça que je l'ai élevé. Ce n'est pas du business. Ce n'est pas juste. Tout au long de ce témoignage, Didi est resté immobile, ses yeux fixés sur la table devant lui. Ses avocats griffonnaient frénétiquement des notes, se penchant occasionnellement pour se chuchoter des mots. Mais Didi lui-même semblait hors de leur portée, perdu dans la réalité d'entendre les mots de sa mère. Janice Combs a continué, décrivant comment ses préoccupations s'étaient intensifiées début 2024, lorsque la vidéo de surveillance de Didi agressant Cassie dans un couloir d'hôtel a été diffusée. Je l'ai appelé immédiatement après avoir vu cette vidéo. Dévastée ne commence même pas à le décrire. Je lui ai demandé comment elle pouvait faire une telle chose. Il m'a dit que c'était une période difficile dans leur relation, que je ne voyais qu'un seul moment hors contexte, qui n'était plus cette personne. L'avez-vous cru? A demandé le procureur. Non, a-t-elle répondu simplement. Plus maintenant, parce que j'avais moi-même aperçu cette rage au fil des ans. Jamais dirigée contre moi, mais contre le personnel, les associés commerciaux. Le Shaun de cette vidéo ne m'était pas étranger, et cette réalisation m'a brisé le cœur. Alors que son témoignage se poursuivait, elle a décrit sa prise de conscience croissante que les allégations contre son fils formaient un schéma trop cohérent pour être ignoré. Elle a raconté avoir trouvé des notes troublantes dans son bureau à domicile lors d'une visite début 2024, des listes de noms de femmes avec des annotations comme traités et problèmes potentiels à côté d'elle. Quand je lui en ai parlé, il m'a pris le papier des mains et m'a dit que c'était du business, rien dont je devais m'inquiéter, a-t-elle dit. Mais le regard dans ses yeux, je savais. En tant que mère, vous savez quand votre enfant cache quelque chose, même quand il est adulte. Le procureur s'est approché avec une autre pièce à conviction. Madame Combs, je vous montre ce qui a été désigné comme la pièce à conviction du gouvernement 42. Reconnaissez-vous ce document? Elle a examiné le papier, a hoché lentement la tête. Oui, ce sont des notes que j'ai commencé à prendre après cette conversation. J'ai commencé à écrire les choses dont j'avais été témoin au fil des ans, les conversations que nous avions, les comportements qui m'inquiétaient. Je ne pouvais plus l'ignorer. Et pourquoi avez-vous commencé à prendre ces notes? Parce que j'avais peur. J'avais peur de perdre ma perspective, que mon amour pour mon fils obscurcisse mon jugement. Tout écrire m'a aidé à voir le schéma plus clairement. Et ce que j'ai vu m'a terrifié. À ce moment-là, Didi a finalement levé les yeux, rencontrant les yeux de sa mère pour la première fois depuis qu'elle avait pris la barre des témoins. Le moment fut bref mais électrique. Une communication silencieuse entre mère et fils qui semblait contenir des volumes de douleur, de trahison et peut-être de compréhension inexprimée. Janice Combs se retournait vers le procureur, sa détermination visiblement renforcée. « J'aime mon fils. Cela ne changera jamais. Mais je ne peux plus faire semblant. Je ne peux plus me taire. Trop de gens ont été blessés. » Le procureur s'est approché avec une considération attentive de l'état émotionnel du témoin. « Madame Combs, je veux vous interroger sur une conversation spécifique que vous avez eue avec votre fils en avril de cette année, après son arrestation mais avant le début de ce procès. Pouvez-vous parler à la cour de cette conversation? » Janice Combs s'est redressée sur son siège, comme si elle se préparait à la partie la plus difficile de son témoignage. Oui, j'ai rendu visite à Shaun au centre de détention. Nous étions seuls, tous les deux dans une pièce privée. Ils ont pris des dispositions spéciales à cause de qui il est. Elle a poursuivi. Je lui ai dit que j'avais besoin d'entendre la vérité, toute la vérité, avant de pouvoir continuer à le soutenir publiquement. J'ai dit, « Shaun, je suis ta mère. Je t'aime inconditionnellement. Mais j'ai besoin de savoir ce que je soutiens. » La salle d'audience était absolument silencieuse alors qu'elle racontait sa réponse. Il est resté silencieux longtemps. Puis il a dit, « la vérité est que j'ai créé un monde où je faisais les règles, où ce que je voulais se passait, où les gens soit jouaient le jeu, soit étaient écartés. Est-ce que c'était toujours juste? Non. Est-ce que des gens ont été blessés? Oui. Mais c'est comme ça que le pouvoir fonctionne. Maman, c'est comme ça que ça a toujours fonctionné. » Elle a fait une pause, prenant un moment pour se ressaisir. Je lui ai posé des questions sur les allégations spécifiques, les faits, les enregistrements, les drogues, les menaces. J'avais besoin de l'entendre nier si ce n'était pas vrai. Et a-t-il nié? A demandé le procureur. Non, a-t-elle répondu simplement. Il a dit, c'est compliqué. Tout était consensuel au début. Personne n'a été forcé. Mais une fois que vous êtes dans ce monde, les lignes s'estompent. Parfois, les gens changent d'avis plus tard, mais à ce moment-là, ils avaient déjà pris l'argent, les opportunités, ils en avaient déjà bénéficié.
Les mains de Janice Combs ont tremblé légèrement alors qu'elle continuait. Je lui ai dit que le consentement obtenu par la pression, par la peur des conséquences, par l'intoxication, ce n'est pas un vrai consentement. Il a juste regardé et a dit « Ce n'est pas comme ça que ça marche dans mon monde ». À la table de la défense, les avocats de Didi semblaient de plus en plus alarmés. Son avocat principal a écrit une note et l'a poussée vers lui, mais Didi l'a ignorée, ses yeux maintenant fixés sur sa mère. Le procureur a insisté doucement. « Votre fils a-t-il déjà explicitement admis la conduite criminelle dont il est accusé ?» Pas avec ces mots, a répondu Janice Combs. Mais il m'en a dit assez pour que je comprenne la vérité. Il a dit « Le système que j'ai construit a fonctionné pendant des années. Tout le monde a eu ce qu'il voulait. Ce n'est devenu un problème que lorsque les gens ont décidé de changer les règles. » Elle a regardé directement le jury. J'ai élevé mon fils à prendre ses responsabilités, à rendre des comptes. Quand il m'a dit ça, j'ai su qu'il avait perdu son chemin. Il ne voyait plus les gens comme des gens, juste comme des pièces dans un jeu qu'il croyait contrôler. Le procureur a présenté une autre pièce à conviction, une lettre écrite par Janice Combs à son fils après cette visite. Dans celle-ci, elle exprimait son amour inconditionnel, mais aussi sa profonde déception et sa réticence à continuer de défendre un comportement qu'elle comprenait maintenant comme destructeur et mauvais. « Avez-vous reçu une réponse à cette lettre » a demandé le procureur. « Oui » a-t-elle répondu. Shaw m'a appelé. Il était en colère au début, puis presque suppliant. Il a dit que je ne comprenais pas ce qui était en jeu, que toute sa vie, tout ce qu'il avait construit était en jeu. Je lui ai dit que c'était précisément la raison pour laquelle je devais dire la vérité, parce que des vies étaient en jeu, pas seulement la sienne. Le procureur a ensuite posé des questions sur sa décision de témoigner. « Madame Combs, qu'est-ce qui vous a amené ici aujourd'hui? Pourquoi avez-vous accepté de témoigner dans cette affaire ?» Janice Combs a pris une profonde inspiration. « Parce que la vérité compte, parce que la responsabilité compte, parce que j'ai élevé mon fils pour qu'il soit meilleur que ça. Et parce que je crois que le véritable amour, l'amour d'une mère, signifie vouloir que son enfant affronte les conséquences de ses actes afin qu'il puisse devenir meilleur, ne pas le protéger de ses conséquences et le regarder empirer. » Elle a de nouveau regardé son fils, plus longtemps cette fois. « Je suis ici parce que j'aime mon fils assez pour dire la vérité sur lui, même quand cette vérité est douloureuse. Je suis ici parce que les femmes qui ont été blessées méritent que quelqu'un se lève et reconnaisse leur douleur. Et je suis ici parce que Shawn doit comprendre qu'aucune somme d'argent, de célébrité ou de pouvoir ne vous place au-dessus de la décence humaine fondamentale. » Alors qu'elle prononçait ces mots, quelque chose dans le calme de Didi s'est finalement brisé. Ses épaules se sont affaissées, son expression de confiance soigneusement maintenue s'est effondrée. Pour la première fois depuis le début du procès, il ne ressemblait pas à un puissant magnate de la musique, mais à un fils confronté à la déception de sa mère, peut-être le seul jugement qu'il n'avait jamais préparé à affronter. Le procureur a remercié Madame Combs et est retourné à sa place. L'avocat de la défense est levé pour le contre-interrogatoire, mais son approche était remarquablement douce, presque respectueuse. Il n'a pas tenté de la discréditer ou de suggérer des motifs cachés, se concentrant plutôt sur le fait d'établir qu'elle n'avait pas directement été témoin d'actes criminels et que son témoignage était basé sur des conversations et des impressions plutôt que sur une observation directe des crimes présumés. Tout au long du contre-interrogatoire, Janice Combs est restée sereine, reconnaissant les limites de son témoignage tout en s'en tenant fermement à sa vérité centrale. Que son fils avait créé et géré un système qui exploitait et nuisait à autrui et qu'il lui avait essentiellement avoué cela lors de conversations privées. Alors qu'elle était finalement libérée de la barre des témoins, elle a fait une pause, regardant son fils directement une fois de plus. Aucun mot n'a été échangé, mais le regard contenait des décennies d'amour, de déception et l'espoir durable d'une mère pour la rédemption. Puis elle a lentement dépassé la table de la défense et est sortie de la salle d'audience, le dos droit, sa dignité intacte. Didi l'a regardé partir, et quelque chose dans son expression a suggéré que de tous les témoignages que le jury avait entendus au cours des semaines du procès, les mots de sa mère l'avaient affecté le plus profondément. Les masques étaient tombés, ne laissant que la vérité entre une mère et son fils. Après le témoignage de Janice Combs, l'accusation a appelé le docteur Margaret Chen, une experte en psychologie familiale spécialisée dans les cas impliquant des personnalités publiques puissantes. Après avoir établi ses références, le procureur lui a demandé d'expliquer la signification de ce que la Cour venait d'entendre. « Ce à quoi nous avons assisté aujourd'hui était extraordinaire », a expliqué le docteur Chen. Dans les affaires très médiatisées impliquant des accusés riches ou célèbres, nous voyons souvent les membres de la famille soit restés silencieux, soit apporter un soutien inébranlable, quelles que soient les preuves. Qu'une mère témoigne comme l'a fait Madame Combs représente une rupture profonde. De ce schéma,
A-t-elle poursuivi? D'un point de vue psychologique, cela suggère que Madame Combs a atteint ce que nous appelons un point de basculement moral, un moment où la dissonance cognitive entre aimer son fils et reconnaître le tort qu'il a causé est devenue trop grande pour être maintenue. Le fait qu'elle ait décrit un éveil progressif plutôt qu'une réalisation soudaine confère une crédibilité significative à son témoignage. Le procureur a posé des questions sur les dynamiques spécifiques que Janice Combs avait décrites. Le schéma de son fils rejetant ses préoccupations, invoquant le business comme justification et suggérant que les règles normales ne s'appliquaient pas à lui. Ce sont des manifestations classiques de ce que nous appelons l'isolation du pouvoir, a expliqué le Dr Chen. Les individus dotés d'une richesse, d'une célébrité et d'une influence extrême sont souvent entourés de personnes qui renforcent leur sentiment d'exceptionnalisme et les protègent des conséquences. Une mère est souvent la dernière personne à pouvoir pénétrer cette isolation, car elle connaissait l'individu avant le pouvoir, avant la richesse, a-t-elle précisé. Elle a expliqué comment les déclarations rapportées de Didi à sa mère révélaient une vision du monde façonnée par des décennies de normalisation, d'excuses ou de dissimulation de son comportement par son entourage. Lorsque M. Combs aurait dit à sa mère « C'est comme ça que le pouvoir fonctionne », il exprimait un système de croyances qui avait probablement été renforcé d'innombrables fois tout au long de sa carrière. Le procureur a affiché des extraits des notes de Janice Combs sur les écrans de la salle d'audience. Dr Chen, que pensez-vous de l'évolution des observations de Mme Combs au fil du temps? Après avoir examiné les notes, qui s'étendaient de 2008 à 2024, le Dr Chen a souligné comment les interprétations initiales de la mère, qui lui accordaient le bénéfice du doute, ont progressivement cédé la place à des observations plus préoccupées, culminant avec une documentation explicite de schémas troublants. Ce qui est remarquable ici, c'est la cohérence des comportements enregistrés par Mme Combs, même si son interprétation de ces comportements a évolué, a observé le Dr Chen. Les premières entrées montrent qu'elle attribue des incidents préoccupants au stress, à la pression de l'industrie ou à un jugement isolé et mauvais. Les entrées ultérieures montrent qu'elle reconnaît les mêmes comportements comme faisant partie d'un schéma de contrôle et d'exploitation. Alors que le Dr Chen poursuivait son témoignage, elle a replacé les observations de Janice Combs dans le contexte des allégations plus larges contre Didi, expliquant comment la perspective d'une mère offrait une vision unique du caractère authentique d'un individu qui avait passé des décennies à construire une image publique soigneusement gérée. Dans mon expérience professionnelle, a-t-elle déclaré, lorsque des membres de la famille qui ont loyalement soutenu un défendeur en viennent à ne plus pouvoir concilier leur amour avec les preuves sous leurs yeux. Cela représente souvent un tournant critique tant dans les procédures judiciaires que dans la perception de soi du défendeur. Tout au long de ce témoignage d'expert, Didi est resté renfermé, chuchotant occasionnellement à ses avocats, mais fixant principalement la table devant lui. Le comportement confiant qui avait caractérisé ses apparitions au tribunal avait disparu, remplacé par ce que les observateurs ont décrit comme une combinaison de résignation et de détresse profonde. Le contre-interrogatoire du Dr Chen par la défense est concentré sur les généralités de son analyse plutôt que sur les spécificités du témoignage de Janice Combs, suggérant qu'elle offrait des interprétations spéculatives sans connaissance directe de la dynamique familiale. Le Dr Chen a reconnu les limites de son analyse mais a maintenu que les schémas décrits étaient cohérents avec des principes psychologiques bien établis concernant le pouvoir, la responsabilité et les systèmes familiaux. Alors que cette partie du témoignage se terminait, l'impact des mots de Janice Combs continuait de résonner dans la salle d'audience. Les jurés, qui avaient auparavant semblé impassibles ou neutres même lors des témoignages les plus troublants, ont maintenant montré des réactions émotionnelles visibles, plusieurs essuyant des larmes, d'autres prenant des notes détaillées, tout semblant assimiler le poids du témoignage d'une mère contre son propre fils. Lorsque la Cour s'est réunie après une brève suspension de séance, l'atmosphère avait radicalement changé. Des sources proches de l'équipe de défense ont rapporté que Didi avait été presque injoignable pendant la pause, refusant de s'engager avec les tentatives de ses avocats de discuter de la stratégie. L'équipe du procureur, quant à elle, semblait recalibrer son approche à la lumière du puissant témoignage de la matinée. Le juge Arun Subramanian s'est adressé aux deux équipes juridiques. À la lumière des développements de ce matin, l'une ou l'autre partie souhaite-t-elle présenter des motions ou des requêtes avant que nous continuions? L'avocat principal de Didi s'est levé. Votre honneur, la défense demande un bref ajournement pour s'entretenir avec notre client et réévaluer notre position. La demande était inhabituelle à ce stade d'un procès qui s'était déjà étiré pendant des semaines. Le procureur s'est opposé, arguant qu'un retard perturberait la concentration du jury et pourrait potentiellement nuire au dossier du gouvernement. Après mûre réflexion, le juge a accordé un ajournement limité jusqu'au lendemain matin, demandant au jury de revenir à 9 heures.
Alors que la cour ajournait pour la journée, les journalistes se sont précipités pour déposer des articles avec des titres comme le témoignage d'une mère secoue le procès de Didi et Janice Combs brise le silence contre son fils. Les analystes juridiques de chaque chaîne ont débattu de l'impact du témoignage, la plupart concluant qu'il représentait un coût potentiellement insurmontable pour la défense. Lorsque les délibérations ont repris le lendemain matin, la salle d'audience était encore plus bondée, les spectateurs faisant la queue avant l'aube, espérant avoir une place. L'atmosphère était électrique d'anticipation alors que le juge prenait place et que le jury était installé. Avant que le témoignage ne puisse reprendre, l'avocat de Didi s'est levé. « Votre honneur, après une consultation approfondie avec notre client, nous demandons l'opportunité pour M. Combs de s'adresser à la cour. » La demande a provoqué des murmures dans la galerie. Le procureur a immédiatement objecté, arguant que toute déclaration du défendeur devrait se faire par le biais d'un témoignage en bonne et due forme, sous serment et sujette à un contre-interrogatoire. Après avoir entendu les arguments des deux parties, le juge a rendu sa décision. « Monsieur Combs, si vous souhaitez faire une déclaration à cette cour, vous devez le faire depuis la barre des témoins, sous serment et sous réserve de contre-interrogatoire par l'accusation. Comprenez-vous et acceptez-vous ces conditions ?» Tous les yeux se sont tournés vers Didi, qui s'est levé lentement. « Oui, votre honneur. Je comprends et j'accepte. » La décision a provoqué des ondes de choc dans la salle d'audience. Jusqu'à ce moment, les experts juridiques avaient largement supposé que Didi ne témoignerait pas, suivant la stratégie standard dans les affaires pénales où les accusés risquent de créer une vulnérabilité supplémentaire par leur témoignage. Sa décision de prendre la barre a signalé soit un changement dramatique de stratégie, soit un choix personnel qui a outrepassé les conseils de son avocat. Après avoir prêté serment, Didi a pris la barre des témoins. Fini le costume de créateur et le comportement confiant qui avait caractérisé ses apparitions au tribunal. Au lieu de cela, il portait un simple costume sombre, sa posture sobre, son expression sombre. Son avocat a commencé par une simple question. « Monsieur Combs, pourquoi avez-vous choisi de témoigner aujourd'hui ?» Didi a levé les yeux, ses yeux parcourant brièvement la salle d'audience bondée avant de se poser sur le jury. « J'ai écouté ma mère hier, vraiment écouté, et j'ai réalisé que je me cachais de la vérité depuis si longtemps que je m'étais presque convaincu de ses mensonges. » Sa voix était plus calme que quiconque ne l'avait jamais entendue auparavant, manquant de la force charismatique qui l'avait aidé à bâtir son empire. Ma mère m'a mieux élevé que ce que je suis devenu. Elle m'a appris le respect, l'intégrité, à bien traiter les gens. Quelque part en cours de route, j'ai perdu de vue ces leçons. Son avocat a semblé momentanément déconcerté par cette ouverture, mais s'est repris. Pouvez-vous expliquer au jury votre compréhension des accusations portées contre vous? Je comprends que je suis accusé de crimes graves, a répondu Didi. Racket, trafic sexuel, coercition. Pendant des années, je me suis dit que ce que je faisais n'était que du business, juste la façon dont l'industrie fonctionne. Je me suis dit que tout le monde en bénéficiait, que tout le monde consentait, que tout le monde savait dans quoi il s'engageait. Il a fait une pause, prenant une profonde inspiration. Mais ce n'était pas vrai. J'ai créé un environnement où les gens ne pouvaient pas librement dire non, où la menace de conséquences, destruction de carrière, humiliation publique, ruine financière planait sur chaque interaction. Je n'appelais pas ça de la coercition. J'appelais ça un levier. Mais c'était mal. Alors que Didi poursuivait son témoignage, il a décrit comment le succès, la richesse et le pouvoir avaient progressivement corrompu sa perspective. Il a parlé de la création d'un monde où ses désirs étaient primordiaux, où le personnel et les associés comprenaient que leur travail consistait à faciliter puis à dissimuler tout ce qu'ils voulaient. Il a reconnu avoir créé un système d'accords de confidentialité, de pots de vin et de menaces qui a réduit les victimes au silence pendant des années. Je me suis convaincu que si les gens prenaient l'argent, acceptaient les opportunités, signaient les accords, alors tout était consensuel. J'ai ignoré la disparité de pouvoir qui rendait un véritable consentement impossible dans nombre de ces situations. Interrogé sur des allégations spécifiques de victimes qui avaient témoigné plus tôt dans le procès, Didi a largement confirmé leur récit, ajoutant occasionnellement que sa mémoire de certains événements était compromise par sa propre consommation de substances à l'époque. Son avocat, naviguant clairement en terrain inconnu avec un client qui ne suivait pas la stratégie de défense attendue, a posé des questions sur le témoignage de Janice Combs. Votre mère a décrit des conversations où vous avez essentiellement admis avoir créé un système qui exploitait autrui. Sa récollection était-elle exacte? Didi a hoché lentement la tête. Oui, ma mère ne m'a jamais menti ni à mon sujet. Elle a dit la vérité hier. Quand elle m'a rendu visite après mon arrestation, je lui ai dit ces choses.
Je justifiais encore mon comportement à ce moment-là, me disant encore que le pouvoir fonctionnait simplement selon des règles différentes. Je ne pouvais pas voir, ou je ne voulais pas voir, à quel point c'était faux. Alors que l'examen direct se terminait, le procureur s'est approché pour le contre-interrogatoire. Son approche était directe mais mesurée, reconnaissant que l'apparente confession de Didi nécessitait une manipulation prudente. « Monsieur Combs, vous avez décrit la création d'un système où le consentement était compromis par les disparités de pouvoir, les menaces et la coercition. Êtes-vous conscient que ce que vous décrivez correspond aux définitions juridiques des crimes dont vous êtes accusé ?» « Oui, » a répondu Didi. « J'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir depuis mon arrestation. Beaucoup de temps pour apprendre ces lois et comprendre comment elles s'appliquent à mes actions. Et pourtant, vous avez initialement plaidé non coupable de toutes les accusations. Qu'est-ce qui a changé ?» Didi a regardé vers la galerie où sa mère était assise la veille, bien que sa place soit maintenant vide. Hier, c'est passé. Entendre ma mère dire la vérité que j'ayais depuis si longtemps, ça a brisé quelque chose en moi. La dernière défense que j'avais été de me dire que les gens qui me connaissaient vraiment, qui m'aimaient, ils comprenaient que je n'étais pas le monstre que l'accusation décrivait. Entendre le témoignage de ma mère a enlevé cela. L'interrogatoire du procureur est devenu plus spécifique, guidant Didi à travers les éléments de chaque accusation criminelle et extrayant efficacement des aveux qui correspondaient aux définitions juridiques de la traite sexuelle, du racket et des autres chefs d'accusation auxquels il faisait face. Au moment où le contre-interrogatoire a pris fin, Didi a semblé épuisé et vaincu. Son témoignage, plutôt que d'offrir une défense, avait effectivement corroboré le dossier de l'accusation à bien des égards. Alors qu'il descendait de la barre des témoins, il a fait une pause, regardant la salle d'audience remplie de journalistes, de victimes, de spectateurs curieux et des membres de sa propre famille. Pendant un instant, il a semblé qu'il pourrait faire une déclaration supplémentaire. Mais au lieu de cela, il est simplement retourné à la table de la défense en silence. Le juge a demandé une brève suspension avant le prochain témoin. Alors que la salle d'audience commençait à se vider, Didi est resté assis, fixant droit devant lui, le poids de son propre témoignage le pressant visiblement. L'homme qui avait autrefois bâti un empire sur la confiance et le charisme venait de le démanteler avec ses propres mots. Après la suspension de séance, et dans un mouvement qui a stupéfié la salle d'audience, les avocats de Didi ont demandé une réunion avec le procureur et le juge en chambre. Lorsqu'ils ont émergé 30 minutes plus tard, le juge s'est adressé à la cour. « Mesdames et messieurs, j'ai été informé que le défendeur souhaite changer son plaidoyer. Avant de procéder, je veux m'assurer que cette décision est prise en toute connaissance de cause, intelligemment et volontairement. » Le juge a ensuite mené un colloque approfondi avec Didi, s'assurant qu'il comprenait les droits auxquels il renonçait et les peines potentielles auxquelles il faisait face. Lorsqu'on lui a demandé si quelqu'un l'avait contraint à changer son plaidoyer, Didi a secoué la tête. « Non, votre honneur, c'est ma décision. Après avoir entendu le témoignage de ma mère et réfléchi à la vérité de mes actes, je ne peux pas, en toute conscience, continuer à nier ma responsabilité. » Le juge a accepté le changement de plaidoyer, fixant la peine à 6 semaines plus tard. Alors que les délibérations se terminaient, les victimes qui avaient témoigné pendant le procès ont regardé en silence, certaines se tenant la main, d'autres essuyant des larmes. L'affaire, que beaucoup s'attendaient à voir durer des semaines, avait atteint une résolution inattendue à la suite du témoignage d'une mère et de la reconnaissance tardive de la vérité par un fils. Devant le tribunal, les journalistes se sont rués pour obtenir des réactions. Janice Combs, qui était revenue pour assister au changement de plaidoyer de son fils, a fait une brève déclaration. « Aujourd'hui est un jour difficile, mais aussi nécessaire. J'aime mon fils inconditionnellement. Cela ne changera jamais. Mais l'amour sans vérité n'est pas vraiment de l'amour du tout. J'espère que c'est le début de la guérison pour Shaun, pour ceux qu'il a blessés et pour notre famille. » Alors que Didi était emmené du tribunal en détention, sa dernière apparition publique avant sa condamnation, il ne ressemblait en rien au magnate de la musique qui avait bâti un empire d'1 milliard de dollars. Il ressemblait à ce qu'il était finalement devenu.